Vous êtes un médecin royal au palais de Madrid, et l'année est 1834. Le roi est mort, mais votre travail n'est pas terminé. Vous avez été convoqué dans les appartements privés du défunt Ferdinand VII pour une tâche si bizarre, si sans précédent que vous doutez de votre propre santé mentale. La reine régente, Marie-Christine, se tient devant vous, les larmes aux yeux, avec une requête qui vous glace le sang. Vos mains tremblent alors que vous approchez du lit où repose le corps de Ferdinand. Même dans la mort, l'homme qui a terrorisé l'Espagne pendant 2 décennies semble se moquer de vous d'outre-tombe. Mais ce n'est pas son visage qui attire votre attention. C'est ce qui se trouve sous les draps de soie. La chose qui a défini son règne autant que sa cruauté, sa paranoïa ou ses trahisons, la monstruosité anatomique dont les historiens chuchoteraient pendant des siècles, mais n'oseraient jamais écrire dans leurs comptes rendus officiels. Ferdinand, le 7e membre, son attribut grotesquement surdimensionné et bizarrement formé qui était à la fois la source de sa plus profonde honte et de sa plus tordue fierté. Alors que vous commencez le processus de préservation, votre esprit vagabonde vers les histoires que vous avez entendues chuchoter dans les couloirs du palais. Des histoires de coussins spéciaux, d'épouses hurlantes, de tentatives désespérées pour produire un héritier malgré la cruelle plaisanterie de la nature. Vous réalisez que vous ne préservez pas seulement de la chair et du sang. Vous préservez l'incarnation physique d'un règne qui était lui-même difforme, démesuré et finalement destructeur pour tout ce qu'il touchait. Avant de plonger dans ces histoires oubliées de survie et de souffrance, si vous aimez découvrir les vérités cachées de l'histoire, envisagez d'appuyer sur le bouton j'aime et de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. Et s'il vous plaît, commentez ci-dessous pour me faire savoir d'où vous écoutez. Je trouve incroyable que nous explorions ensemble ces histoires anciennes depuis différentes parties du monde, connectées à travers le temps et l'espace par notre curiosité partagée pour le passé. Pour comprendre Ferdinand VII, vous devez d'abord comprendre qu'il est né maudit, non par la sorcellerie ou la colère divine, mais par l'héritage empoisonné de siècles de consanguinité royale. Les Habsbourg et les Bourbons espagnols avaient passé des générations à marier des cousins à des cousines, des oncles à des nièces, créant un cauchemar génétique qui se manifestait dans tout, de l'instabilité mentale aux difformités physiques. Ferdinand émergea de cette lignée toxique comme une incarnation vivante de la décadence royale. Né au palais de l'Escurial le 14 octobre 1784. Il était le produit de Charles IV et de Marie-Louise de Parme, un couple dont le propre mariage était un arrangement entre cousins germains. La loterie génétique avait été truquée dès le départ, et Ferdinand en paierait le prix de la manière la plus intime et la plus humiliante possible. Alors qu'il passait de l'enfance à l'adolescence, il devint clair que la nature avait joué un tour particulièrement cruel au futur roi d'Espagne. Son membre commença à se développer d'une manière qui défiait la compréhension médicale. À l'adolescence, les médecins de la cour chuchotaient déjà à propos de l'anomalie royale, un membre si massif et si étrangement formé qu'il semblait presque extraterrestre dans ses proportions. Les dossiers médicaux contemporains, cachés dans les archives du Vatican pendant des siècles, décrivent l'attribut de Ferdinand en termes cliniques qui transmettent néanmoins l'horreur de sa condition. Un médecin écrivit: Son Altesse royale est affligée d'un membre de dimension si extraordinaire et de forme si particulière que les relations intimes pourraient s'avérer difficiles. Un autre fut plus direct. L'organe du prince ne ressemble à rien de plus qu'à une queue de billard, fin comme de la cire à cacheter à sa base, épais comme le poing d'un homme à son extrémité, et assez long pour servir de canne. L'impact psychologique sur le jeune Ferdinand fut dévastateur. À une époque où l'anatomie masculine était jugée selon les normes grecques classiques, où plus petit était considéré comme plus raffiné, plus aristocratique, le membre massif de Ferdinand le marquait comme une bizarrerie de la nature. La chose même que les hommes modernes pourraient envier devint une source de honte profonde pour le futur roi d'Espagne. L'enfance de Ferdinand fut une leçon magistrale de dysfonctionnement qui aurait brisé un homme plus fort et qui forgea plutôt un tyran. Son père, Charles IV, était faible de volonté et préférait la chasse au gouvernement. Sa mère, Marie-Louise, était une femme aux appétits voraces qui affichait ouvertement sa liaison avec Manuel de Godoy, le dirigeant de facto de l'Espagne. Le jeune Ferdinand assista à cette humiliation quotidienne, absorbant des leçons sur le pouvoir, la trahison et la faiblesse de la confiance. Mais c'est son anomalie physique qui a véritablement façonné son caractère.
La cour bruissait de chuchotements sur l'état du prince. Les serviteurs ricanaient derrière leurs mains. Les courtisans faisaient des plaisanteries subtiles et les diplomates étrangers rapportaient à leur maître l'embarras espagnol. Ferdinand apprit tôt qu'il était un objet de moquerie, que son moi le plus intime était une source d'amusement pour les autres. Cette humiliation engendra un profond ressentiment purulent qui se manifesterait plus tard dans son traitement de l'Espagne elle-même. Ferdinand commença à voir la moquerie partout, dans les révérences respectueuses de ses sujets, dans les discours formels de ses tuteurs, dans les sourires arrangés des épouses potentielles. Sa paranoïa n'était pas entièrement injustifiée. Les gens se moquaient vraiment de lui, mais pas toujours pour les raisons qu'il imaginait. Les tuteurs du prince remarquèrent des changements inquiétants dans son comportement à l'adolescence. Il devint secret, vindicatif et cruel envers ceux qui le servaient. Les serviteurs qui lui déplaisaient se retrouvaient renvoyés ou pire. Ferdinand apprenait à utiliser le pouvoir de sa position pour compenser l'impuissance qu'il ressentait à propos de son corps. Un incident particulier, consigné dans les mémoires d'un aumônier de la cour, révèle les ténèbres qui grandissaient dans l'âme de Ferdinand. Lorsqu'un jeune page entra accidentellement alors que le prince se changeait, Ferdinand ne se contenta pas de le renvoyer. Il fit fouetter le garçon et exiler sa famille de Madrid. Le message était clair. Personne ne pouvait être témoin de la honte du prince et rester impuni. Alors que Ferdinand atteignait l'âge nubile, toute l'étendue de son défi anatomique devint claire pour les médecins royaux. Le docteur Francisco Flor, le médecin personnel du roi, laissa des notes secrètes qui offrent une fenêtre troublante sur la réalité médicale de l'état de Ferdinand. Le membre de Sa Majesté, écrivit Flor, présente une configuration des plus inhabituelles. La base ne mesure pas plus que la largeur du pouce d'un homme. Pourtant, il s'élargit jusqu'à une circonférence qui défie les proportions naturelles. La longueur dépasse celle de tout spécimen humain enregistré, mesurant près de 10 pouces dans son état naturel et devenant considérablement plus grande lorsqu'il est excité. Le plus préoccupant est la courbure particulière et la présence de ce qui semble être des excroissances tissulaires supplémentaires qui ne servent aucune fonction biologique discernable. Les implications pour l'avenir de Ferdinand en tant que mari et père étaient immédiatement évidentes. Des relations intimes normales seraient impossibles sans une intervention médicale significative et un équipement spécialisé. Les artisans royaux furent secrètement chargés de créer ce qu'ils appelaient par euphémisme des « aides conjugales ». Des coussins et des supports spécialement conçus qui permettraient à Ferdinand de fonctionner sexuellement sans causer de blessures graves à ses futures épouses. Mais les défis physiques n'étaient qu'une partie du problème. L'état de Ferdinand avait des ramifications psychologiques qui allaient bien au-delà de la chambre à coucher. Il devint obsédé par les potions et les élixirs qui promettaient de normaliser son anatomie ou d'améliorer sa fertilité. Des alchimistes de la cour et des médecins étrangers furent secrètement amenés à Madrid, chacun promettant des remèdes miracles qui échouaient inévitablement. Le prince dépensa des fortunes pour ces remèdes de charlatans. Il consomma des mélanges de cornes de rhinocéros moulus, de perles en poudre et d'herbes rares qui étaient censées réguler son essence royale. Certaines potions étaient censées rétrécir son membre à des proportions normales. D'autres prétendaient améliorer sa virilité malgré sa forme inhabituelle. Tout était inutile. Mais le désespoir de Ferdinand faisait de lui une proie facile pour les charlatans et les escrocs. En 1802, Ferdinand épousa sa cousine germaine, la princesse Marie-Antoinette de Naples et de Sicile. Le mariage fut arrangé alors qu'ils étaient encore adolescents, et Marie-Antoinette arriva à Madrid avec des notions romantiques sur son futur mari. Elle avait entendu dire qu'il était appelé, le désiré, par certains de ses partisans, et s'imaginait épouser un prince de conte de fées. La cérémonie de mariage fut magnifique, comme il convenait à l'union de deux maisons royales, la cathédrale remplie de musique, les rues de Madrid résonnant de célébrations, et le jeune couple avait tout l'air du partenariat royal parfait. Marie-Antoinette était belle, intelligente et véritablement enthousiaste à propos de sa nouvelle vie. Ferdinand, pour sa part, semblait presque normal en public, charmant, attentif et convenablement romantique. Mais les mariages royaux se terminent et les nuits de noces commencent. Le premier signe de problème survint lorsque le valet de Ferdinand approcha les dames d'honneur de Marie-Antoinette avec une demande inhabituelle.
des préparatifs spéciaux étaient nécessaires pour la chambre royale. Un équipement que les dames ne comprenaient pas, mais dont on leur assura qu'il était coutumier pour les couples royaux. Des coussins sur mesure furent apportés, ainsi que des bouteilles d'huile et de pommade, et divers instruments qui semblaient plus médicaux que romantiques. Marie-Antoinette, protégée et innocente comme la plupart des épouses royales de son époque, ne comprit rien de tout cela. Son éducation avait été strictement religieuse, axée sur les langues, la musique et l'étiquette de la cour. Les faits fondamentaux de la vie conjugale lui avaient été expliqués dans les termes les plus vagues possibles par des femmes plus âgées et nerveuses qui savaient elles-mêmes peu de choses sur les défis spécifiques auxquels elle était sur le point de faire face. Lorsque Ferdinand entra dans la chambre nuptiale, le premier aperçut que Marie-Antoinette eut du corps nu de son mari la plongea dans l'hystérie. Une dame d'honneur, écrivant des années plus tard, décrivit la scène. Sa Majesté se mit à crier comme si elle avait vu le diable en personne. Elle recula contre le mur, pointant du doigt et pleurant, « Monstre ! Monstre !» jusqu'à ce que nous craignions qu'elle n'ait perdu la raison. Le membre de Ferdinand, décrit par des témoins comme ressemblant à une grande massue avec un manche fin, ne ressemblait à rien de ce que la princesse protégée avait pu imaginer. Sa taille pure la terrifiait, mais c'était la forme bizarre, la façon dont il se courbait et se tordait, les étranges excroissances sur sa longueur, l'apparence presque extraterrestre de tout l'appareil qui brisa vraiment son sang-froid. Ce qui suivit fut moins une nuit de noces romantique qu'une procédure médicale. Les médecins spécialement formés de Ferdinand durent être appelés pour expliquer à la princesse horrifiée ce qui serait exigé d'elle. Les coussins sur mesure furent disposés, les huiles appliquées, et un processus commença qui ressemblait plus à une chirurgie qu'à un acte d'amour. Des récits contemporains cachés dans des lettres privées entre médecins de la cour décrivent une scène de dysfonctionnement presque surréaliste. Ferdinand avait besoin de l'oreiller spécialement conçu pour soutenir son membre massif, l'empêchant de se blesser pendant les relations intimes. Même avec ces aides, le processus était si traumatisant pour Marie-Antoinette qu'elle avait besoin de laudanum pour le supporter. L'impact psychologique sur les deux partenaires fut dévastateur. Ferdinand, déjà paranoïaque et peu sûr de lui à propos de son état, devint encore plus tordu face au dégoût évident de sa femme. Marie-Antoinette, quant à elle, développa ce que les psychologues modernes reconnaîtraient comme un grave traumatisme sexuel. Elle commença à prendre des doses de plus en plus importantes de laudanum, devenant finalement dépendante de la substance pour échapper à l'horreur de ses devoirs conjugaux. Leur tentative pour produire un héritier devint un cauchemar ritualisé qui se répétait avec une régularité tragique. Ferdinand convoquait ses médecins qui préparaient la chambre avec son équipement spécialisé. Marie-Antoinette recevait une dose de laudanum suffisante pour la rendre docile mais pas catatonique. La procédure était effectuée avec une efficacité clinique, après quoi les deux parties se retiraient dans des ailes séparées du palais pour se remettre de leur épreuve. Alors que les mois se transformaient en années sans grossesse réussie, le désespoir de Ferdinand atteignit de nouveaux sommets. Il devint convaincu que le dégoût évident de sa femme empêchait d'une manière ou d'une autre la conception, et il commença à expérimenter des méthodes de plus en plus bizarres pour surmonter ce qu'il considérait comme sa faiblesse féminine. Les archives de la cour révèlent que Ferdinand ordonna la création de contentions spéciales qui maintiendraient Marie-Antoinette en position pendant leurs rencontres intimes, l'empêchant de se retirer ou d'exprimer son dégoût. Ces engins de cuir et de soie furent fabriqués par les mêmes artisans qui fabriquaient les selles et l'équipement de chasse du roi, ajoutant une dimension particulièrement troublante aux ateliers royaux. Le roi devint également obsédé par la synchronisation de leurs rencontres selon les cartes astrologiques et les cycles lunaires. Il consulta des astronomes, des astrologues et même des praticiens d'art plus sombres, qui promettaient d'aligner les étoiles en faveur de la conception royale. Le palais devint un havre pour les charlatans vendant des potions de fertilité, des amulettes magiques et des cérémonies rituelles qui promettaient de surmonter la malédiction de l'anatomie difforme de Ferdinand. Un épisode particulièrement désespéré impliqua la consultation de Ferdinand avec un mystique errant qui prétendait venir d'Orient. Ce prétendu sage convainquit le roi que la forme inhabituelle de son membre était en fait un signe de faveur divine, qu'il était béni de la Vierge du Dragon, et n'avait besoin que des rituels appropriés pour libérer son potentiel de fertilité. Pendant 3 mois, Ferdinand se soumit, ainsi que sa femme, à des cérémonies bizarres impliquant de l'encens,
des chants et des positions qui étaient censés être basés sur d'anciens textes chinois. 2 fois, miraculeusement, Marie-Antoinette tomba enceinte. La cour se réjouit, la confiance de Ferdinand monta en flèche, et l'Espagne retint son souffle, attendant la naissance d'un héritier au trône. Mais les 2 grossesses se terminèrent par des fausses couches dévastatrices qui laissèrent le couple royal plus traumatisé que jamais. La première fausse couche en 1804 eut lieu au 4e mois de grossesse. Les médecins de la cour l'attribuèrent aux contraintes inhabituelles exercées sur la constitution délicate de Sa Majesté. Ce qu'ils voulaient dire, mais ne pouvaient jamais dire ouvertement, c'est que l'anomalie anatomique de Ferdinand avait rendu l'acte sexuel si traumatisant que le corps de Marie-Antoinette ne pouvait pas mener une grossesse à terme. La deuxième fausse couche en 1805 fut encore plus dévastatrice. Cette fois, Marie-Antoinette porta l'enfant presque à terme avant de le perdre dans un accouchement si difficile et sanglant qu'il faillit la tuer. La reine ne se remit jamais complètement de cette épreuve, et sa dépendance au laudanum devint si grave qu'elle était essentiellement un fantôme ambulant pendant les 2 dernières années de sa vie. La réaction de Ferdinand à ces pertes révéla les véritables profondeurs de son égoïsme et de sa cruauté. Plutôt que de montrer de la compassion pour la souffrance de sa femme, il devint convaincu qu'elle sabotait délibérément leur chance de produire un héritier. Il l'accusa de prendre des substances pour empêcher la grossesse, de bouger délibérément de manière à provoquer des fausses couches, et de nourrir des sympathies libérales secrètes qui la rendaient peu disposée à fournir à l'Espagne un héritier catholique approprié. Ces accusations, chuchotées dans les couloirs du palais, détruisirent le peu qui restait de la santé mentale de Marie-Antoinette. Elle commença à croire qu'elle était en effet maudite, que son corps rejetait la semence de Ferdinand à cause d'un péché caché ou d'un déplaisir divin. Ces derniers mois furent passés dans une prière presque constante, implorant le pardon pour des péchés qu'elle ne pouvait nommer et des crimes qu'elle n'avait jamais commis. Lorsque Marie-Antoinette mourut en mai 1806, à l'âge de seulement 21 ans, la cause officielle fut listée comme une fièvre et des complications dues à sa constitution délicate. La vérité était bien plus sombre. Elle était essentiellement morte de désespoir, son corps et son esprit détruits par des années de traumatisme sexuel, de toxicomanie et d'abus psychologiques. Mais même dans la mort, Marie-Antoinette ne put échapper au monde tordu de la paranoïa de Ferdinand. Des rumeurs commencèrent immédiatement à circuler selon lesquelles elle avait été empoisonnée, non par des ennemis politiques, mais par Ferdinand lui-même, qui s'était lassé de ses échecs en tant qu'épouse et voulait repartir à neuf avec une nouvelle mariée qui pourrait avoir plus de succès à produire un héritier. Ces rumeurs furent alimentées par la mort suspecte de l'apothicaire du palais, qui fut retrouvé mort dans ses appartements quelques jours seulement après le décès de Marie-Antoinette. Il avait laissé une lettre cryptique qui fut immédiatement saisie par les agents de Ferdinand et ne fut jamais revue. Certains chuchotaient que la lettre contenait des confessions sur des poisons administrés à la reine. D'autres croyaient qu'elle révélait la véritable nature de l'état médical de Ferdinand et les exigences impossibles imposées à sa femme. Le comportement de Ferdinand après la mort de Marie-Antoinette était révélateur. Bien qu'il ait fait les démonstrations publiques de deuil appropriées, en privé, il semblait presque soulagé. En quelques semaines, il s'informait déjà sur de potentielles deuxièmes épouses, se concentrant particulièrement sur les femmes qui avaient déjà prouvé leur fertilité en ayant des enfants dans des mariages précédents. Les médecins du roi, pendant ce temps, travaillaient frénétiquement pour développer de nouveaux traitements pour son état. Si Ferdinand devait se remarier avec succès, il devait trouver des moyens de rendre les relations intimes moins traumatisantes pour ses futures épouses. Cela conduisit à certaines des expériences médicales les plus bizarres de l'histoire royale. Alors que les médecins tentaient de créer des aides conjugales toujours plus sophistiquées et de développer de nouvelles techniques chirurgicales susceptibles de remodeler l'anatomie de Ferdinand, alors que Ferdinand approchait de son second mariage, son caractère montrait déjà les traits tordus qui feraient plus tard de lui l'un des monarques les plus méprisés de l'histoire. Le traumatisme sexuel de son premier mariage, combiné à ses insécurités profondes concernant sa condition physique, avait créé un homme incapable de connexion humaine ou d'empathie authentique. Ferdinand avait appris à voir les autres non pas comme des individus avec leurs propres sentiments et besoins, mais comme des outils à utiliser pour son plaisir ou des obstacles à éliminer. Sa première femme avait été un outil qui n'avait pas fonctionné correctement et avait dû être écarté. Ces sujets étaient des outils pour maintenir son pouvoir et nourrir son ego.
Quiconque s'opposait à lui était un obstacle qui devait être détruit. Les interactions du prince avec le personnel du palais révélaient son sadisme grandissant. Il commença à tester les limites de son pouvoir en donnant des ordres de plus en plus arbitraires et cruels. Les serviteurs qui apercevaient accidentellement son corps n'étaient pas seulement renvoyés, mais disparaissaient souvent complètement. Les gardes qui ne parvenaient pas à maintenir un secret absolu sur les appartements royaux se retrouvaient affectés aux postes frontaliers les plus dangereux de l'Empire espagnol en décomposition. Ferdinand développa également une obsession pour l'idée que les gens se moquaient constamment de lui dans son dos. Ce n'était pas entièrement paranoïaque. Les gens parlaient vraiment de son état, mais la réponse de Ferdinand était disproportionnée et de plus en plus violente. Il commença à tenir des listes de moqueurs présumés et à planifier des scénarios de vengeance élaborés qu'il mettrait en œuvre une fois qu'il en aurait le pouvoir. En 1807, Ferdinand était devenu le centre d'une conspiration complexe impliquant certains des nobles et des officiers militaires les plus puissants d'Espagne. Ces hommes voyaient le prince comme leur véhicule pour renverser le gouvernement faible de Charles IV et de son ministre méprisé, Manuel de Godoy. Ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est qu'il s'alliait à un homme dont le dysfonctionnement sexuel avait créé un trouble de la personnalité qui s'avérerait finalement plus dangereux que l'incompétence qu'il cherchait à remplacer. Les conspirateurs se nommaient les Fernandino et travaillaient sans relâche pour bâtir la réputation de Ferdinand en tant que El Deseado, le désiré. Ils diffusaient de la propagande sur son intelligence, son patriotisme et son potentiel en tant que roi réformateur qui restaurerait l'Espagne à sa grandeur passée. Ce qu'ils dissimulaient soigneusement, c'était leur prise de conscience croissante de l'instabilité psychologique de Ferdinand et de son comportement de plus en plus inquiétant envers quiconque le contrariait. La conspiration atteignit son paroxysme en octobre 1807 avec la soi-disant conspiration de l'Escurial, au cours de laquelle Ferdinand fut surpris en train de comploter pour renverser son propre père avec l'aide de Napoléon Bonaparte. Lorsque le complot fut découvert, la réponse de Ferdinand révéla à la fois sa lâcheté et son manque total de loyauté envers quiconque, y compris ses co-conspirateurs. Plutôt que de soutenir les hommes qui avaient tout risqué pour sa cause, Ferdinand les jeta tous immédiatement sous les roues métaphoriques du carrosse. Il fournit des confessions détaillées sur chaque aspect de la conspiration, nomma chaque participant et implora le pardon de ses parents. Tandis que ses alliés faisaient face à l'emprisonnement et à l'exil, cette trahison établit un schéma qui définirait tout le règne de Ferdinand. Il utiliserait les gens à ses propres fins, puis les détruirait dès que cela deviendrait commode. Alors même que les machinations politiques de Ferdinand se déroulaient, son état médical continuait de s'aggraver. Les médecins de la cour notèrent que son membre continuait de grandir et de changer de forme, développant de nouvelles anomalies qui rendaient les relations intimes encore plus difficiles. Certains historiens de la médecine suggèrent que Ferdinand aurait pu souffrir d'une maladie rare appelée mégalophallus, un trouble hormonal qui provoque une croissance continue de l'anatomie masculine tout au long de l'âge adulte. Quelle que soit l'explication médicale, les implications pratiques étaient claires. Ferdinand aurait besoin d'aides de plus en plus sophistiquées et d'épouses de plus en plus dociles s'il voulait un jour produire un héritier. Cette prise de conscience conduisit à l'un des aspects les plus troublants de ses mariages ultérieurs, la sélection délibérée de femmes qui pouvaient être psychologiquement manipulées ou physiquement contraintes d'accepter ses exigences. Les artisans du palais, quant à eux, étaient devenus des spécialistes de la création d'équipements conjugaux toujours plus élaborés. Leurs ateliers, cachés dans les profondeurs de la résidence royale, ressemblaient à une combinaison bizarre de laboratoire médical et de chambre de torture. Ils développèrent des coussins réglables, des dispositifs de contention et divers instruments conçus pour rendre les rencontres sexuelles de Ferdinand possibles tout en minimisant les dommages physiques pour ses partenaires. Ces artisans étaient tenus au secret absolu, et Ferdinand s'assura que leur silence soit maintenu par une combinaison de paiements généreux et de menaces terrifiantes. Plusieurs artisans qui travaillèrent sur ces projets furent retrouvés morts plus tard dans des circonstances mystérieuses, ce qui donna lieu à des rumeurs selon lesquelles Ferdinand les avait fait tuer pour empêcher toute possibilité qu'ils ne révèlent la véritable nature de leur travail. Lorsque Napoléon envahit l'Espagne en 1808 et força Ferdinand à abdiquer, le futur roi se retrouva dans une position singulièrement humiliante. Non seulement il avait perdu son trône, mais il était maintenant un prisonnier dont le ravisseur était sans aucun doute conscient de sa honteuse condition médicale.
Les services de renseignement français disposaient de dossiers complets sur la famille royale espagnole, et l'anomalie anatomique de Ferdinand figurait certainement parmi les informations qu'ils avaient recueillies. Les 6 années de captivité de Ferdinand au château de Valençay furent marquées par des expérimentations médicales continues. Les médecins français étudiant son état avec une curiosité scientifique. Ces médecins, libérés des contraintes du protocole royal qui avait limité leurs collègues espagnols, menèrent des examens et des traitements qui frôlaient la torture par leur minutie. Les rapports médicaux français, découverts dans les archives napoléoniennes des siècles plus tard, fournissent la description clinique la plus détaillée jamais enregistrée de l'état de Ferdinand. Ils décrivent un organe sexuel si grand et si difforme qu'il semblait appartenir à une créature de la mythologie plutôt qu'à un roi humain. Les médecins français théorisèrent que l'état de Ferdinand était le résultat de multiples troubles génétiques se combinant chez un seul individu, créant ce qu'ils appelaient une « tempête parfaite » de dysfonctionnement anatomique. Pendant sa captivité, Ferdinand reçut également des nouvelles de divers nobles et chefs militaires espagnols qui se battaient pour sa restauration. L'ironie était profonde. Des hommes courageux mouraient dans des tranchées boueuses et des cols de montagne pour restaurer un roi dont la principale préoccupation était de trouver de nouvelles façons de gérer son dysfonctionnement sexuel et de produire un héritier pour continuer sa lignée maudite. Ferdinand passa ses années d'exil à écrire de longues lettres à diverses royautés européennes, cherchant des épouses potentielles qui pourraient être disposées à accepter ces circonstances particulières. Ces lettres, écrites de sa propre main, révèle un homme complètement déconnecté de la souffrance de son peuple et entièrement obsédé par ses propres problèmes intimes. Pendant que l'Espagne brûlait, Ferdinand planifiait sa prochaine nuit de noces. Lorsque Ferdinand retourna en Espagne en 1814, les foules qui l'accueillirent ne ressemblaient à rien de ce que l'Europe avait jamais vu. Elles jetaient des fleurs, pleuraient de joie et tombaient à genoux au passage de son carrosse. Les enfants nés pendant la guerre virent pour la première fois le roi pour la restauration duquel leurs parents étaient morts. Les pierres de Madrid elles-mêmes semblaient chanter de célébration. Ferdinand souriait et saluait de son carrosse, mais son esprit était déjà concentré sur des préoccupations plus intimes. Sa première priorité n'était pas de gouverner l'Espagne ou de récompenser ceux qui s'étaient battus pour sa restauration. C'était de trouver une nouvelle épouse qui pourrait enfin lui donner l'héritier qui lui avait échappé si longtemps. Le retour du roi marqua également le début de ce que les historiens appellent la « décennie abominable ». Mais le véritable caractère abominable ne résidait pas seulement dans la tyrannie politique de Ferdinand, mais dans ses tentatives de plus en plus désespérées et bizarres pour remplir son devoir royal de produire une descendance. Son dysfonctionnement sexuel était devenu inséparable de son dysfonctionnement politique, créant un souverain dont les insuffisances personnelles se manifestaient en catastrophe nationale. Le premier acte de Ferdinand en tant que roi restauré fut de commander un tout nouvel ensemble d'aides conjugales aux meilleurs artisans d'Europe. Il envoya des agents en Allemagne, en Italie et même dans l'Empire ottoman, à la recherche d'artisans spécialisés dans la création de dispositifs pour des circonstances royales délicates. La collection qui en résulta, cachée dans des chambres secrètes du palais, représentait le plus bel accomplissement d'ingéniosité pervertie que le début du XIXe siècle pouvait produire. La deuxième épouse que Ferdinand choisit fut Marie-Isabelle de Portugal, une autre cousine dans le cycle sans fin de consanguinité royale qui avait maudit sa lignée. Elle avait 19 ans lorsqu'elle arriva à la cour espagnole en 1816, pleine de l'espoir naïf que les jeunes princesses portaient dans ces mariages arrangés. Les médecins de la cour avaient déjà informé ces dames d'honneur des préparatifs spéciaux qui seraient nécessaires pour la nuit de noces, mais rien n'aurait pu préparer Isabelle à la réalité de ce qui l'attendait. La cérémonie de mariage elle-même fut un spectacle d'excès baroque, conçu pour masquer le désespoir croissant d'un roi dont le règne devenait synonyme d'échec. Ferdinand se tenait à l'autel en drap d'or, son visage un masque d'anxiété à peine contenu. Il avait passé la semaine précédente à consulter des médecins, des alchimistes et même une figure mystérieuse, supposée être un spécialiste ottoman des difficultés royales, qui était arrivé à Madrid à la faveur de l'obscurité. La nuit de noces fut un désastre qui entrait les deux participants pour le reste de leur courte vie commune. Malgré tous les préparatifs, tous les dispositifs, toutes les consultations avec des experts à travers l'Europe, la monstruosité anatomique de Ferdinand se révéla aussi insurmontable que jamais. Les cris qui résonnèrent dans les couloirs du palais cette nuit-là n'étaient pas des cris de passion,
mais de terreur et de douleur authentiques. Les serviteurs trouvèrent des draps tachés de sang et des meubles brisés, preuve d'un accouplement qui ressemblait plus à une séance de torture médiévale qu'à l'union romantique de la royauté. Isabelle ne se remit jamais de cette première nuit. Les observateurs de la cour notèrent qu'elle développa un bégaiement prononcé et tressaillait chaque fois que Ferdinand entrait dans une pièce. Elle commença à éprouver ce que les médecins du palais appelaient des épisodes hystériques, mais que la compréhension moderne reconnaîtrait comme de graves réactions traumatiques. Ces dames d'honneur rapportèrent qu'elle se réveillait souvent en hurlant de cauchemars, lançant des avertissements sur le monstre qui hantait ses rêves. Ferdinand, quant à lui, interpréta la terreur de sa femme comme une insulte personnelle à sa dignité royale. Sa paranoïa, déjà légendaire, atteignit de nouveaux sommets alors qu'il se convainquait qu'Isabelle conspirait avec des puissances étrangères pour se moquer de son état. Il commença à faire intercepter sa correspondance, à faire goûter sa nourriture pour détecter des poisons et à faire fouiller ses appartements à la recherche de preuves de trahison. Le dysfonctionnement sexuel du roi avait métastasé en une psychose politique qui infectait chaque aspect de son règne. La pression pour produire un héritier devint une obsession qui consuma à la fois le couple royal et la cour espagnole. Ferdinand commanda une série de consultations médicales de plus en plus bizarres, réunissant des médecins, des anatomistes et même des artistes de cirque qui prétendaient avoir une expertise dans les défis anatomiques inhabituels. La chambre royale devint un laboratoire d'expérimentation sexuelle qui repoussait les limites de l'endurance et de la dignité humaine. Un récit particulièrement troublant, trouvé dans le journal intime d'un médecin de la cour qui servit pendant cette période, décrit la décision de Ferdinand d'inviter des experts étrangers à observer ses tentatives de procréation. Le roi, désespéré de trouver des solutions, permit à des anatomistes allemands et à des médecins français d'assister à ses échecs intimes, transformant son lit conjugal en un théâtre médical grotesque. Ces observateurs prirent des notes détaillées et firent des croquis qui furent ensuite diffusés dans les écoles de médecine européennes, faisant du dysfonctionnement sexuel de Ferdinand un sujet d'étude académique à travers le continent. Isabelle, soumise à ce défilé de consultations médicales voyeuristes, commença à montrer des signes d'effondrement psychologique complet. Elle cessa de manger régulièrement, perdit des quantités dangereuses de poids et développa un regard vide que les serviteurs trouvaient plus effrayant que ses accès de colère antérieurs. La jeune reine était devenue un fantôme vivant, hantant les couloirs d'un palais qui était devenu sa prison. Les conséquences politiques des échecs personnels de Ferdinand devenaient impossibles à ignorer. Les colonies américaines de l'Espagne, déjà en révolte, pointaient l'incapacité de leur roi à produire des héritiers légitimes comme preuve du déplaisir divin envers le règne des Bourbons. La propagande révolutionnaire dépeignait Ferdinand comme un tyran sexuellement impuissant dont les insuffisances physiques reflétaient son incompétence politique. La honte la plus intime du roi était devenue un cri de ralliement pour les mouvements d'indépendance du Mexique à l'Argentine. La réponse de Ferdinand à ces défis fut typiquement paranoïaque et brutale. Il lança une nouvelle vague de purges visant toute personne suspectée de répandre des rumeurs sur son état ou de soutenir l'indépendance coloniale. L'Inquisition, qu'il avait restaurée à son retour au pouvoir, commença à enquêter sur des cas de diffamation sexuelle contre la couronne, créant un climat de terreur où même des conversations privées entre couples mariés pouvaient entraîner l'emprisonnement ou la mort. L'obsession du roi pour le secret atteignit des proportions absurdes. Il ordonna la construction de passages cachés dans tout le palais afin de pouvoir se déplacer entre ses appartements et ceux d'Isabelle sans être observé par les serviteurs. Il fit installer des miroirs à des angles stratégiques pour détecter les écoutes potentielles et employa un réseau d'espions dont le seul travail était de surveiller les ragots du palais sur le mariage royal. Pendant ce temps, la santé d'Isabelle continuait de se détériorer sous l'assaut combiné de la violence sexuelle de son mari et de sa terreur psychologique. Les médecins du palais notèrent qu'elle avait développé ce qu'ils appelaient des grossesses nerveuses, des périodes où elle présentait des signes de grossesse malgré l'impossibilité de la conception. Ces épisodes semblaient donner à Ferdinand de brefs moments d'espoir, suivis d'une déception écrasante lorsque la vérité devenait apparente. Les grossesses nerveuses de la reine devinrent une source d'ironie amère dans une cour déjà noyée dans le dysfonctionnement. Les serviteurs chuchotaient sur la façon dont le roi faisait les 100 pas devant les appartements d'Isabelle pendant ces épisodes, priant et maudissant alternativement, comme si une intervention divine pouvait d'une manière ou d'une autre surmonter l'impossibilité mécanique de sa situation.
Lorsque chaque grossesse nerveuse se terminait inévitablement, Ferdinand sombrait dans des dépressions noires qui paralysaient le gouvernement pendant des semaines. En 1818, après 2 ans de ce mariage cauchemardesque, Isabelle s'échappa enfin par le seul moyen disponible pour les femmes royales de son époque, la mort. Elle succomba à ce que les médecins de la cour appelèrent diplomatiquement un « épuisement nerveux ». Bien que des lettres privées du personnel du palais suggèrent qu'elle aurait pu hâter sa propre fin par des formes subtiles d'automutilation. Ces derniers mots, selon son confesseur, furent une prière de gratitude pour sa libération imminente. La réaction de Ferdinand à la mort d'Isabelle révéla toute l'étendue de sa détérioration psychologique. Plutôt que de pleurer sa femme, il se convainquit qu'elle avait été assassinée par des ennemis cherchant à l'empêcher de produire un héritier. Il ordonna des autopsies par plusieurs médecins, chercha des preuves de poison et fit arrêter plusieurs des dames d'honneur d'Isabelle pour suspicion de conspiration. Le chagrin du roi était indiscernable de sa paranoïa, créant une boucle de rétroaction de rage et de suspicion qui consumait tout le monde autour de lui. Les funérailles de la reine Isabelle devinrent un spectacle macabre qui horrifia même les partisans de Ferdinand. Le roi insista pour voir le corps plusieurs fois pendant le processus de préparation, touchant le cadavre et marmonnant sur le potentiel gâché de son utérus. Il commanda un masque mortuaire et le fit exposer dans ses appartements privés où les visiteurs rapportèrent l'avoir vu mener des conversations avec le visage sans vie de sa défunte épouse. Mais la quête de Ferdinand pour un héritier ne pouvait être retardée par le chagrin ou la folie. Quelques mois après l'enterrement d'Isabelle, ses conseillers négociaient déjà pour une 3e épouse. Le défi était maintenant de trouver une princesse européenne prête à épouser un roi dont les épouses précédentes avaient connu des destins si sombres et dont les particularités personnelles devenaient légendaires à travers le continent. Les négociations se révélèrent plus difficiles que prévu. Plusieurs candidates potentielles retirèrent leur candidature après des consultations privées avec des médecins qui avaient servi à la cour espagnole. D'autres exigèrent des concessions sans précédent, y compris le droit à des appartements séparés et la présence de leur propre garde personnelle. Le dysfonctionnement sexuel de Ferdinand était devenu un handicap diplomatique qui menaçait d'isoler l'Espagne de ses alliés potentiels. Finalement, les agents du roi trouvèrent Marie-Joseph de Saxe, une princesse saxonne dont la situation financière désespérée de la famille les rendit disposés à ignorer la réputation notoire de Ferdinand. Marie-Joseph avait 24 ans lorsqu'elle arriva à Madrid en 1819, plus âgée et plus mondaine qu'Isabelle, mais elle portait le même espoir condamné qui avait caractérisé l'arrivée de ses prédécesseurs. Le 3e mariage fut une affaire plus sobre, reflétant à la fois l'âge avancé de Ferdinand et l'épuisement de la cour face aux désastres matrimoniaux royaux. Il y avait moins de dignitaires étrangers, des célébrations moins élaborées et un sentiment palpable que tout le monde se contentait de suivre les mouvements d'un rituel qui avait déjà échoué 2 fois. Marie-Joseph avait été mieux préparée à son épreuve qu'Isabelle, ayant reçu des briefings détaillés de médecins saxons qui avaient consulté leurs homologues espagnols. Elle apporta sa propre collection de dispositifs médicaux et de préparation, ainsi qu'un médecin personnel spécialisé dans les situations conjugales difficiles. Son approche du mariage était plus clinique que romantique, traitant ses devoirs royaux comme un défi médical à résoudre par une méthodologie scientifique. Cette approche pratique la servit mieux que la naïveté romantique d'Isabelle, mais elle ne put surmonter l'impossibilité fondamentale de l'état de Ferdinand. Le 3e mariage s'installa dans un schéma de tentative d'intimité programmée, des rencontres soigneusement planifiées et médicalement supervisées qui ressemblaient plus à des procédures chirurgicales qu'à des expressions d'affection conjugale. Marie-Joseph tint des registres détaillés de ses sessions, notant les heures, les techniques et les résultats avec la précision d'un chercheur scientifique. Le détachement clinique de la reine semblait frustrer Ferdinand encore plus que la terreur d'Isabelle. Il commença à soupçonner que Marie-Joseph le considérait comme une curiosité médicale plutôt que comme un mari, et sa paranoïa s'étendit à la crainte qu'elle ne documente secrètement son état pour des services de renseignement étrangers. Les espions du roi rapportèrent que la reine entretenait une correspondance abondante avec les médecins de la cour de Saxe, partageant ce que Ferdinand croyait être des secrets d'État sur son anatomie. Pendant ce temps, l'Espagne continuait son effondrement sous le poids du mauvais gouvernement de Ferdinand. Les colonies américaines avaient obtenu leur indépendance une par une, emportant avec elles la richesse qui avait soutenu l'Empire espagnol pendant 3 siècles.
L'obsession du roi pour son dysfonctionnement sexuel l'avait rendu incapable de faire face aux crises politiques et économiques qui déchiraient son royaume. Les réunions du cabinet étaient reportées lorsque Ferdinand traversait une période difficile avec sa femme, et des décisions importantes étaient retardées pendant des semaines pendant que le roi consultait des médecins sur de nouvelles techniques pour parvenir à la conception. Le peuple espagnol, initialement reconnaissant du retour de Ferdinand, avait commencé à comprendre le véritable coup de leur monarque restauré. La révolution couvait dans les villes tandis que les bandits contrôlaient les campagnes. Les sujets du roi mouraient de faim tandis qu'il dépensait des fortunes en aide sexuelle et en consultants médicaux étrangers. L'Espagne était devenue la risée de l'Europe, son déclin symbolisé par un souverain dont les échecs les plus intimes étaient devenus de notoriété publique. En 1829, après 10 ans de mariage clinique, Marie-Joseph réussit ce que beaucoup pensaient impossible. Elle tomba enceinte. La nouvelle provoqua une onde de choc à la cour espagnole et à travers l'Europe, où les correspondants diplomatiques bourdonnaient de spéculations sur la manière dont Ferdinand avait finalement surmonté ces obstacles anatomiques. Certains suggéraient une intervention divine, d'autres créditaient les avancées de la science médicale, tandis que les observateurs les plus cyniques chuchotaient sur l'infidélité et la succession illégitime. La réaction de Ferdinand à la grossesse fut un mélange d'euphorie et de terreur. Il engagea des gardes supplémentaires pour protéger Marie-Joseph, fit venir les meilleurs médecins de toute l'Europe et fit bénir ses appartements par toutes les autorités religieuses de Madrid. Le désespoir du roi de protéger cette grossesse miraculeuse frisait la folie, car il se convainquit que des ennemis tenteraient de saboter son héritier tant attendu par des moyens surnaturels ou scientifiques. La grossesse se déroula normalement jusqu'au 7e mois, lorsque Marie-Joseph commença à éprouver des complications que les médecins du palais peinaient à comprendre. Les connaissances médicales modernes suggèrent qu'elle souffrait d'un décollement placentaire, une condition qui aurait pu être gérée avec des soins appropriés. Cependant, l'ingérence de Ferdinand dans son traitement médical, son insistance à consulter des mystiques et des alchimistes aux côtés de médecins formés, créa un environnement chaotique qui rendit toute intervention efficace impossible. Le 18 mai 1829, Marie-Joseph entra en travail prématuré. L'accouchement fut une horreur qui traumatisa toutes les personnes présentes, car Ferdinand insista pour superviser personnellement les procédures bien qu'il n'eût aucune connaissance médicale. Le bébé, une fille, ne vécut que quelques heures avant de succomber aux complications de la naissance prématurée. Marie-Joseph survécut à l'accouchement, mais ne retrouva jamais ses forces, mourant 3 semaines plus tard de ce que les médecins appelèrent la fièvre puerpérale, mais qui était plus probablement une combinaison d'infection et de désespoir. La réaction de Ferdinand à cette double tragédie révéla l'effondrement complet de sa santé mentale. Il refusa que les corps soient enterrés, insistant pour que les médecins de la cour continuent de tenter de réanimer la mère et l'enfant par des moyens de plus en plus bizarres. Pendant près d'une semaine, le palais fut rempli de l'odeur de la décomposition, alors que le roi niait la réalité de ses pertes et exigeait que son personnel médical accomplisse des résurrections impossibles. Lorsque Ferdinand accepta enfin que sa femme et sa fille étaient mortes, il tomba dans une dépression si profonde que les courtisans craignirent pour sa vie. Il cessa de manger, refusa de voir ses conseillers et passa ses journées à regarder les masques mortuaires qu'il avait commandés pour ses 3 épouses. Le roi était devenu un fantôme vivant, hantant son propre palais tandis que l'Espagne s'effondrait autour de lui. Mais le destin réservait une dernière plaisanterie cruelle à Ferdinand VII. En 1829, à l'âge de 45 ans, le roi, qui avait passé des décennies incapable de produire un héritier vivant, se retrouva soudain face à un 4e mariage inattendu. Ses conseillers, désespérés de fournir une stabilité à un royaume en effondrement, avaient identifié Marie-Christine de Naples comme une épouse potentielle. Ce qu'ils ne dirent pas à Ferdinand avant la fin des négociations de mariage, c'est que Marie-Christine était déjà enceinte d'un autre homme lorsqu'elle arriva à Madrid. Le 4e mariage, célébré en 1829, fut une affaire grotesque qui ne trompa personne. Marie-Christine était visiblement enceinte lorsqu'elle remonta l'allée, portant un enfant qui ne pouvait pas être de Ferdinand. Le roi, cependant, était si désespéré d'avoir un héritier qu'il accepta volontiers cette tromperie évidente, convaincu que la providence divine avait enfin répondu à ses prières par des moyens non conventionnels. La naissance d'Isabelle II en 1830 aurait dû marquer l'aboutissement de la quête de succession de Ferdinand,
mais elle devint au contraire la source de nouvelles angoisses. Le roi savait que l'enfant n'était pas biologiquement la sienne, mais il devait maintenir la fiction de la légitimité pour préserver sa dynastie. Sa relation avec Marie-Christine était fondée sur une tromperie mutuelle. Elle prétendait le respecter tandis qu'il prétendait croire que son enfant était le sien. Les dernières années de Ferdinand furent marquées par le même dysfonctionnement sexuel qui avait défini toute sa vie d'adulte. Mais maintenant avec le fardeau supplémentaire de maintenir une succession frauduleuse. Il poursuivit ses tentatives désespérées d'intimité avec Marie-Christine, espérant produire un enfant qui serait réellement de son propre sang. Ces efforts, dont furent témoins le même défilé de médecins et de spécialistes qui avaient observé ses échecs précédents, devint encore plus pathétique alors que son âge avancé rendait le succès de plus en plus improbable. La paranoïa qui consuma les dernières années de Ferdinand se manifesta de manière à choquer même les courtisans cyniques qui avaient été témoins de décennies de folie royale. Le roi commença à mener des inspections aléatoires des appartements de sa femme à toute heure, faisant irruption par les portes avec des gardes armés pour surprendre Marie-Christine dans des actes de trahison imaginaires. Ces raids de minuit terrifiaient les dames d'honneur de la reine, qui ne savaient jamais quand elles pourraient se retrouver face à un monarque aux yeux fous brandissant des accusations de conspiration. L'obsession de Ferdinand pour la surveillance atteignit des proportions grotesques. Il fit percer des judas dans les murs entre ses appartements et ceux de Marie-Christine, passant des heures à l'observer à travers ses espions grossiers comme un voyeur d'aimants. Les serviteurs du palais rapportèrent avoir vu l'œil du roi pressé contre ses ouvertures pendant les moments les plus privés de sa femme, pendant qu'elle allaitait leur fille, pendant qu'elle priait, pendant qu'elle était simplement assise en contemplation. La reine, consciente de cette observation constante, commença à se déplacer dans ses propres pièces comme une prisonnière, contrôlant soigneusement chaque geste et chaque expression. Les rituels de dégustation des aliments devinrent des cérémonies élaborées de suspicion qui pouvaient retarder les repas de plusieurs heures. Ferdinand insistait non seulement pour que chaque plat soit goûté, mais aussi pour que les goûteurs attendent 30 minutes entre la dégustation et le service afin de s'assurer que les poisons à action lente fassent effet. Le roi observait ces malheureux serviteurs avec l'intensité d'un faucon étudiant sa proie, scrutant leur visage à la recherche de tout signe de détresse qui pourrait indiquer une contamination. Plusieurs goûteurs s'effondrèrent d'épuisement nerveux sous cette surveillance constante, ce qui ne fit que renforcer la conviction de Ferdinand que des tentatives d'assassinat étaient imminentes. Marie-Christine, prise dans cette toile de suspicion, commença à montrer des signes de la même détérioration psychologique qui avait emporté les précédentes épouses de Ferdinand. Ses lettres à sa famille à Naples, interceptées et lues par les espions du roi, révélaient une femme qui perdait lentement pied avec la raison. Elle écrivait se sentir constamment observée, sursauter à la moindre ombre, et se trouvait incapable de faire confiance même à ses propres serviteurs. La reine décrivit sa vie comme existant dans une cage de verre où chaque souffle est surveillé pour des signes de rébellion. La paranoïa du roi s'étendit au-delà de sa famille immédiate pour englober toute la structure de la cour. Il commença à faire tourner ses gardes personnels quotidiennement, convaincu qu'un service prolongé mènerait à la corruption par des agents ennemis. Les ministres du cabinet se retrouvèrent soumis à des tests de loyauté qui frôlaient l'absurde. Ferdinand faisait des déclarations contradictoires lors de réunions privées pour voir si les ministres le corrigeraient, interprétant toute contradiction comme une preuve d'intention traîtresse. La cour espagnole, autrefois l'envie de l'Europe pour son étiquette sophistiquée et son raffinement culturel, dégénéra en un théâtre bizarre de surveillance mutuelle. Les courtisans apprirent à parler en langage codé, à éviter le contact visuel direct avec le roi et à se comporter avec la neutralité prudente de diplomates en territoire ennemi. Les conversations se menaient à voix basse, les relations se formaient et se dissolvaient en fonction de la loyauté perçue envers des factions concurrentes, et tout le monde comprenait qu'un mot imprudent pouvait entraîner l'emprisonnement ou l'exil. La relation de Ferdinand avec sa fille en bas âge, Isabelle, devint une autre source d'anxiété pathologique. Bien qu'il sût qu'elle n'était pas son enfant biologique, il l'aimait simultanément comme son héritière et la ressentait comme la preuve de son échec sexuel. Le roi passait des heures à regarder le bébé, cherchant dans ses traits des signes de ressemblance avec lui-même ou avec de possibles pères. Il commanda à des artistes de créer des portraits détaillés d'Isabelle à différents stades de son enfance, comparant ces images à des peintures de lui-même et des anciens amants de Marie-Christine.
La question de la paternité d'Isabelle tourmentait Ferdinand avec une intensité particulière car elle représentait le triomphe ultime de son dysfonctionnement sexuel. Voici une enfant qui hériterait de son trône précisément parce qu'il avait été incapable de produire une descendance légitime. L'ironie ne lui échappa pas que son plus grand succès politique, assurer la succession, était simultanément son échec personnel le plus profond. Cette contradiction le rongeait comme de l'acide, empoisonnant ses rares moments de bonheur avec sa fille. Ferdinand commença à consulter des généalogistes et des physionomistes, espérant trouver une preuve scientifique de la légitimité d'Isabelle qui apaiserait ses doutes. Ces experts, bien conscients de la nature dangereuse de leur tâche, fournirent des avis soigneusement ambigus qui pouvaient être interprétés comme soutenant la conclusion que le roi préférait. Leurs rapports écrits, conservés dans les archives du palais, révèlent la créativité désespérée d'érudits essayant de satisfaire une demande royale impossible tout en préservant leur propre vie. Les efforts du roi pour contrôler le comportement de sa femme devinrent de plus en plus élaborés et invasifs. Il assigna des serviteurs spécifiques pour surveiller la correspondance de Marie-Christine, leur demandant de rapporter non seulement le contenu de ses lettres, mais aussi ses expressions faciales pendant qu'elle les écrivait. Ferdinand exigeait des comptes rendus détaillés des activités quotidiennes de la reine, y compris combien de temps elle passait en prière, quels livres elle lisait, et avec quels courtisans elle parlait lors des apparitions publiques. Les tentatives de Marie-Christine pour maintenir une apparence de vie royale normale sous cette surveillance exigeaient une force psychologique énorme. Elle apprit à compartimenter ses émotions, présentant un visage public serein tout en luttant en privé avec la pression constante de l'observation. Son journal personnel, découvert des siècles plus tard caché derrière un faux mur dans ses appartements, révèle le tribut que cette surveillance a prélevé sur sa santé mentale. Elle écrivait se sentir comme une actrice qui ne doit jamais sortir de son personnage, même dans ses rêves. Les implications internationales de la paranoïa de Ferdinand commencèrent à affecter les relations diplomatiques de l'Espagne. Les ambassadeurs étrangers rapportaient à leur gouvernement le comportement erratique du roi et l'instabilité de sa cour. Les négociations de mariage pour des alliances européennes étaient au point mort, les partenaires potentiels se demandant si l'Espagne pouvait honorer des engagements à long terme sous une direction aussi imprévisible. Le dysfonctionnement personnel de Ferdinand devenait une affaire de préoccupation internationale. L'obsession du roi à découvrir des complots d'assassinat le conduisit à voir des conspirations dans les activités les plus innocentes. Lorsque Marie-Christine demanda la permission de redécorer ses appartements, Ferdinand interpréta cela comme une tentative de créer des cachettes pour des armes ou du poison. Lorsque les courtisans complimentaient l'apparence de la reine, le roi se demandait s'ils utilisaient un langage codé pour communiquer des messages traîtres. Même les observances religieuses devinrent suspectes. Ferdinand se demanda si les dévotions accrues de Marie-Christine étaient une piété sincère ou des communications secrètes avec des puissances catholiques étrangères. Le coût économique de la paranoïa de Ferdinand était stupéfiant. La couronne dépensait des sommes énormes en mesures de sécurité, en réseaux d'espionnage et en enquêtes de loyauté, tandis que le trésor espagnol se vidait et que son peuple souffrait. Le roi commanda la construction de passages secrets dans tout le palais, installa des systèmes d'alarme élaborés et maintint plusieurs équipes de goutteurs, de gardes et de serviteurs pour s'assurer qu'aucun groupe ne pouvait se coordonner contre lui. Ces dépenses drainaient des ressources qui auraient pu être utilisées pour faire face à la crise financière croissante de l'Espagne. La santé de Ferdinand commença à se détériorer sous le stress constant de maintenir son état de surveillance. Les médecins du palais notèrent que le roi souffrait d'insomnie chronique, de problèmes digestifs et de ce qu'ils appelaient une « agitation nerveuse ». Sa paranoïa avait créé une boucle de rétroaction où ses peurs généraient des comportements qui justifiaient plus de peur, le piégeant dans un cycle sans cesse croissant de suspicion et d'anxiété. Les relations du roi avec les membres restants de sa famille devinrent les victimes de son état mental en détérioration. Il commença à soupçonner même ses plus proches parents de comploter contre lui, interprétant des interactions familiales normales comme des menaces potentielles. Les célébrations d'anniversaire devinrent des affaires tendues où Ferdinand guettait des signes de conspiration dans l'arrangement des fleurs ou la sélection des cadeaux. Même son frère, Don Carlos, qui l'avait soutenu lors de crises précédentes, se retrouva soumis à des enquêtes et à une surveillance. Les efforts de Marie-Christine pour protéger leur fille de la paranoïa de Ferdinand devinrent une source de conflits supplémentaires.
Le roi interpréta les instincts protecteurs de la reine comme la preuve qu'elle préparait Isabelle à un règne par des puissances étrangères. Lorsque Marie-Christine demandait du temps privé avec sa fille, Ferdinand se demandait quelles idées traîtresses elle pourrait implanter dans l'esprit de l'enfant. Le simple acte de lien maternel devint un autre front dans la guerre imaginaire du roi contre la conspiration. Les serviteurs qui travaillaient le plus étroitement avec la famille royale se trouvaient dans des positions impossibles. On attendait d'eux qu'ils fournissent des rapports détaillés sur les activités de la reine tout en maintenant l'apparence d'un service loyal. Beaucoup développèrent des troubles nerveux sous cette pression, créant un taux de roulement du personnel qui déstabilisa davantage la cour. Les nouveaux serviteurs, peu familiers avec les loyautés complexes et les attentes de leur poste, déclenchaient souvent involontairement les soupçons de Ferdinand par des erreurs innocentes. Les tentatives de Ferdinand pour découvrir la véritable identité du père d'Isabelle devinrent de plus en plus désespérées et invasives. Il fit compiler par des enquêteurs des dossiers détaillés sur chaque homme qui avait interagi avec Marie-Christine pendant son séjour à Naples, à la recherche de caractéristiques physiques qui pourraient correspondre aux traits de sa fille. Ces enquêtes s'étendirent à l'examen des dossiers médicaux des pères potentiels, de leurs histoires familiales et même de leur correspondance personnelle des années précédant la conception d'Isabelle. La chambre du roi devint un musée de ses échecs sexuels, rempli de portraits de ses épouses décédées, de dispositifs médicaux qui n'avaient pas réussi à résoudre ses problèmes anatomiques et de reliques religieuses dont il espérait qu'elles fourniraient une intervention divine pour son dysfonctionnement. Les visiteurs de ses appartements privés rapportaient une atmosphère de tristesse désespérée qui semblait s'accrocher au mur comme de l'encens. Ferdinand tenait des audiences depuis cet espace, entouré de rappels de ses échecs les plus intimes tout en discutant des affaires de l'État. La pression psychologique sur Marie-Christine s'intensifia à mesure que le comportement de Ferdinand devenait plus erratique. La reine commença à éprouver des symptômes physiques de stress, perte de cheveux, fluctuations de poids et tremblements qu'elle peinait à cacher lors des apparitions publiques. Ces dames d'honneur notèrent qu'elle avait développé des habitudes nerveuses comme regarder constamment par-dessus son épaule et sursauter à des bruits inattendus. La paranoïa de Ferdinand atteignit son apogée bizarre en 1832 lorsqu'il se convainquit que Marie-Christine tentait de l'empoisonner par contact intime. Le roi commença à exiger que sa femme se soumette à des examens médicaux avant toute interaction physique, à la recherche de preuves de toxines qui pourraient être transmises par contact cutané. Ces examens, menés par les médecins de la cour en présence de Ferdinand, représentèrent la dégradation finale de ce qui restait de leur relation conjugale. La communauté internationale observait la descente de l'Espagne dans la folie avec un mélange de fascination et d'horreur. La correspondance diplomatique de cette période révèle que les puissances européennes planifiaient activement l'effondrement éventuel du gouvernement de Ferdinand. Reconnaissant que le dysfonctionnement personnel du roi rendait un règne stable impossible, certaines nations commencèrent à soutenir secrètement des mouvements d'indépendance régionaux en Espagne, calculant que la fragmentation de l'Empire espagnol serait préférable à son maintien sous le joug d'un monarque instable. À l'aube de 1833, la santé physique de Ferdinand commença enfin à refléter les dommages psychologiques de son règne paranoïaque. Les médecins de la cour notèrent que le roi avait développé un tremblement persistant, des problèmes digestifs chroniques et ce qui semblait être les premiers signes d'un déclin cognitif. Ces discours devinrent des affaires décousues remplies d'accusations contre des ennemis anonymes et de références à des conspirations qui n'existaient que dans son imagination. La fin, quand elle arriva, fut presque anticlimatique après des décennies de dysfonctionnement dramatique. Ferdinand commença simplement à s'éteindre, son corps succombant finalement au stress accumulé d'une vie passée à lutter contre sa propre anatomie et sa psychologie. Dans ces derniers jours, il oscillait entre la conscience et le délire, appelant parfois ses épouses décédées et donnant parfois des ordres pour des enquêtes sur des complots qui n'avaient jamais existé. En 1833, Ferdinand s'est atteignit enfin la paix qui lui avait échappé dans la vie par le simple expédit de la mort. La cause officielle fut répertoriée comme la goutte, mais les médecins du palais reconnurent en privé que le roi était essentiellement mort d'épuisement, épuisement physique, psychologique et spirituel provoqué par des décennies de frustration sexuelle et de paranoïa politique. L'autopsie de Ferdinand VII, menée en secret par les mêmes médecins qui avaient passé des années à essayer de résoudre ces énigmes anatomiques, révéla toute l'étendue de la cruelle plaisanterie de la nature. Le membre du roi, conservé pour études médicales,
mesurait un stupéfiant 14 pouces de longueur et variait considérablement de circonférence de la base à la pointe, exactement comme les descriptions contemporaines l'avaient suggéré. Plus troublante fut la découverte de cicatrices internes et de déformations qui rendaient la fonction sexuelle normale essentiellement impossible, expliquant des décennies d'échecs et de frustration. Mais l'autopsie révéla aussi autre chose. Des preuves d'automutilation délibérée remontant à l'adolescence de Ferdinand. Le roi avait apparemment passé des décennies à tenter diverses formes d'autochirurgie, essayant de modifier son anatomie pour rendre l'intimité normale possible. Ces tentatives pathétiques d'autocorrection, menées en secret avec les outils qu'il pouvait acquérir, n'avaient fait qu'aggraver son état tout en ajoutant des couches de traumatisme psychologique à ses anomalies physiques. L'organe conservé, ainsi que des dessins médicaux détaillés et des observations écrites, fut scellé dans les archives du Vatican où il se trouve encore aujourd'hui. Les responsables de l'Église jugèrent le matériel trop dérangeant et trop politiquement sensible pour la connaissance publique, créant l'un des secrets d'État les plus bizarres de l'histoire. Les érudits qui ont eu accès à ces matériaux les décrivent comme étant à la fois fascinants et profondément troublants, une fenêtre sur l'enfer privé du pouvoir absolu corrompu par le destin anatomique. La mort de Ferdinand marqua la fin d'une ère, mais son héritage perdura dans l'Espagne fracturée qu'il laissa derrière lui. Isabelle II, la fille qui pouvait ou non être son enfant biologique, hérita d'un royaume déchiré par la guerre civile, l'effondrement économique et l'humiliation internationale. L'empire espagnol qui avait autrefois dominé le monde fut réduit à une puissance européenne mineure. Son déclin accéléré par des décennies de mauvais gouvernement par un roi dont les obsessions personnelles avaient pris le pas sur le devoir public. L'histoire de Ferdinand VII sert de rappel que le pouvoir sans sagesse est dangereux, mais que le pouvoir combiné à un dysfonctionnement personnel peut être catastrophique. Son règne a démontré comment les dommages psychologiques individuels peuvent se métastaser en traumatisme national. Comment la honte privée peut devenir un désastre public, et comment les échecs humains les plus intimes peuvent résonner à travers l'histoire avec des conséquences bien au-delà de leur portée initiale. Peut-être plus tragiquement, l'histoire de Ferdinand révèle le coût humain de la monarchie absolue, où les problèmes personnels d'un seul homme pouvaient déterminer le sort de millions de personnes. Ses 3 épouses décédées, sa fille douteuse, ses sujets terrorisés et son royaume en ruine ont tous payé le prix d'une loterie génétique qui a mal tourné des siècles avant leur naissance. Ferdinand fut à la fois l'auteur et la victime d'un système qui concentrait trop de pouvoir entre les mains d'individus fondamentalement non préparés à le manier. Alors que ce médecin royal en 1834 achevait sa sinistre tâche de préserver l'héritage anatomique de Ferdinand, il a dû réfléchir à la terrible ironie de sa situation. Voici la preuve physique d'un règne qui avait consumé tout ce qu'il touchait, épouse, enfants, sujets et finalement le roi lui-même. L'organe conservé était plus qu'une curiosité médicale. C'était un monument au pouvoir destructeur de la honte, à la corruption de l'autorité incontrôlée et au gaspillage tragique du potentiel humain. En fin de compte, Ferdinand s'est atteigni une sorte d'immortalité, mais pas celle qu'il avait cherchée. Son nom perdura non pas comme celui d'un grand roi ou d'un souverain prospère, mais comme une mise en garde sur les dangers de laisser le dysfonctionnement personnel se faire passer pour un pouvoir politique. Son héritage anatomique, caché dans les coffres du Vatican, sert de rappel que certains secrets sont trop troublants pour que l'histoire les reconnaisse, trop humains pour que la légende les embrasse, et trop tragiques pour que le temps les guérisse. Les draps de soie qui avaient autrefois couvert son corps déformé couvraient maintenant un royaume également endommagé, également incapable de fonctionner comme la nature l'avait prévu. Ferdinand VII avait enfin trouvé la paix. Mais il avait laissé derrière lui une Espagne qui lutterait pendant des générations pour se remettre des désastres intimes de son règne troublé. Le roi le plus perverti de l'histoire avait fini, comme il avait vécu, comme une source de souffrance pour tous ceux qui avaient eu le malheur d'être touchés par son pouvoir.